L'été dernier, j'ai récolté un peu plus de 40 kilos de tomates mûres sur 4 plants cultivés dans un seul carré surélevé. Et l'année précédente, avec les mêmes variétés dans la même plate-bande, j'avais à peine récolté 30 plants. Le sol était le même. Les graines étaient identiques. Le soleil était le même. La seule chose que j'ai changée, c'est la façon dont je les arrosais. Et ce simple changement a transformé un désastre frustrant, plein de fissures et de pourritures aux extrémités des fleurs, en la meilleure récolte de tomates que j'ai jamais cultivée. Et voici ce qui va vous surprendre. L'erreur d'arrosage, qui est presque certainement en train de détruire silencieusement votre récolte de tomates en ce moment même, n'est pas le sous-arrosage. Il ne s'agit pas non plus d'un arrosage excessif. C'est quelque chose de beaucoup plus précis, et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. La plupart des jardiniers amateurs arrosent leurs tomates tous les jours, petit à petit, et ils pensent bien faire. Ils ne le sont pas. Elles affament lentement la plante, affaiblissent son système racinaire et provoquent presque tous les problèmes de tomates imaginables, de la peau craquelée à cette vilaine tache noire au bas du fruit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément comment j'arrose mes tomates maintenant, le simple changement qui a tout changé, et le moment, la profondeur et la fréquence spécifiques qui transforment des plantes ordinaires en plantes productives. Et restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler une astuce de bouteille enterrée que j'ai apprise d'un vieux maraîcher. Elle permet d'acheminer l'eau directement aux racines profondes pendant votre sommeil, ne coûte presque rien à installer et fonctionne dans n'importe quel parterre ou conteneur de jardin. Permettez-moi donc de revenir en arrière et de vous expliquer comment j'ai découvert cela, car je n'y suis pas parvenu en lisant un livre. J'en suis arrivé là après avoir tout foiré pendant près de 15 ans. Pendant la plus grande partie de ma vie de jardinier, j'ai arrosé mes tomates comme mon père arrosait les siennes, et comme le font encore la plupart des gens de mon quartier. Chaque soir après le dîner, je sortais avec le tuyau d'arrosage, j'arrosais chaque plante généreusement et je considérais que c'était terminé. Les feuilles paraissaient vertes. La terre en surface paraissait sombre. Je pensais bien m'occuper de mes plantes de manière responsable. Et chaque année, à la mi-juillet, je rencontrais les mêmes problèmes. Pourriture du pied sur mes rosiers Roma, écorces qui se fendent sur mes meilleurs plants, feuilles jaunissantes qui grimpent le long des tiges, plantes qui ont fleuri abondamment en juin, puis qui se sont mises à stagner en août. J'ai mis ça sur le compte du temps. J'ai mis ça sur le compte de la variété. J'ai incriminé le sol. J'ai acheté des suppléments de calcium. J'ai vaporisé des choses. Rien de tout cela n'a vraiment fonctionné. Il y a quelques étés, j'ai lu une étude de l'Université de Californie qui parlait de la profondeur des racines des tomates et de la façon dont la plante absorbe l'eau. Et cela a complètement bouleversé ma façon de penser. Si vous avez arrosé vos tomates comme je le faisais, je veux que vous m'entendiez bien. Vous n'êtes pas en échec. Vous faites ce que presque tout le monde fait. On ne vous a tout simplement pas dit la partie dont personne ne parle. Voici la partie dont personne ne parle. Un plant de tomates adulte, cultivé correctement, peut développer des racines profondes de 60 à 90 cm dans le sol. Ce n'est pas une plante d'intérieur. Il s'agit d'une plante fruitière à enracinement profond et résistante à la sécheresse qui a évolué dans les vallées arides d'Amérique du Sud. L'ensemble de son système est conçu pour rechercher l'eau en profondeur sous terre. Mais en arrosant légèrement la surface chaque soir, vous incitez les racines à rester superficielles, juste au-dessus des 5 ou 7,5 cm de profondeur, là où se trouve l'humidité. Et les racines superficielles ne peuvent pas réguler l'absorption d'eau comme le font les racines profondes. Ils ne peuvent pas extraire efficacement le calcium. Elles se dessèchent dès que le soleil les frappe, et elles transforment votre plante en montagne russe. Trempée à 18 heures ans,
et complètement sèche le lendemain midi. Ce balancement, ce cycle humide-sec, c'est ça le vrai fléau. La pourriture apicale n'est pas due à une carence en calcium dans le sol. Il s'agit presque toujours d'un problème d'apport en calcium, dû à une humidité irrégulière. Les tomates fendues, c'est la même chose. Le fruit se développe lentement pendant une période de sécheresse, puis la plante reçoit une soudaine gorgée d'eau, et le fruit gonfle plus vite que sa peau ne peut s'étirer. Donc, il se divise. Après 3 saisons d'expérimentation, je peux vous dire que la solution n'est pas d'ajouter plus d'eau. C'est l'eau idéale, à la bonne profondeur et au bon rythme. Une fois que vous aurez compris cela, chaque étape qui suit aura parfaitement du sens. Alors, laissez-moi vous montrer exactement comment faire. Voici ce que vous devez comprendre avant même de prendre le tuyau. La première chose à faire est d'arrêter de deviner si votre plant de tomates a besoin d'eau. La couche supérieure du sol ne vous apprend presque rien. Elle sèche rapidement au soleil, même lorsque le sol est parfaitement humide à 15 cm de profondeur. Donc, la toute première habitude que je veux que vous preniez, c'est le test du doigt, mais effectué correctement. Enfoncez votre index bien droit dans le sol, à environ 5 cm de la tige principale, et enfoncez-le aussi profondément que possible, idéalement jusqu'à la deuxième phalange, soit environ 7 à 10 cm. Si le sol est frais et légèrement humide, comme une éponge essorée, vous n'avez pas besoin d'arroser. Si la pâte est sèche et friable sur toute sa longueur, c'est le moment. Si la pâte est détrempée et que vous pouvez en extraire de l'eau en l'essorant, c'est que vous en avez déjà trop fait et qu'il faut faire une pause d'un jour ou deux. Si vous jardinez dans un pot ou un petit carré potager surélevé, vous pouvez également soulever le pot ou le coin du carré s'il est portable. Un récipient bien rempli d'eau est lourd. Une fois sèche, elle paraît légère. Après une semaine à faire cela, vous commencerez à lire vos tomates comme vous lisez la météo. Le conseil habituel est d'arroser selon un programme précis. Ce qui fonctionne mieux, selon mon expérience, c'est d'arroser sous certaines conditions. Le planning n'est qu'un rappel à vérifier, pas un ordre de trempage. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment distribuer l'eau concrètement une fois que votre doigt vous indique que c'est le moment. C'est là que la plupart des gens se trompent, et c'est le changement le plus important que vous puissiez apporter aujourd'hui. Réduisez l'arrosage. Arrosez abondamment, mais moins souvent. Lorsque j'arrose un plant de tomates adulte en plein été, je lui apporte entre 1 et 2 gallons d'eau par plant. Lentement, directement à la base, tous les 3 à 5 jours. Pas un plongeon tous les soirs. Un bain profond et délibéré 2 ou peut-être 3 fois par semaine. Voici pourquoi c'est important. Lorsque vous versez lentement un gallon d'eau au pied de la plante, l'eau a le temps de s'infiltrer de 12 à 18 pouces dans le sol. Les racines profondes sont bien arrosées. Et lorsque la surface sèche un jour ou deux plus tard, les racines doivent aller chercher l'humidité en profondeur, ce qui les rend plus profondes, plus fortes et beaucoup plus résistantes. Vous entraînez la plante à résister à la sécheresse au lieu de la rendre fragile. Ma méthode est simple. J'utilise un tuyau d'arrosage ordinaire sans embout, je le règle sur un faible débit et je le pose directement au pied de la plante. Je laisse tourner le système pendant environ 2 à 3 minutes par plante, puis je passe à la suivante. Si vous avez un tuyau poreux ou un système d'irrigation goutte à goutte, c'est encore mieux. Veillez simplement à ce que l'eau atteigne le sol et non les feuilles. Les feuilles humides favorisent les maladies fongiques, notamment le mildiou précoce et la septoriose, et constituent l'un des moyens les plus rapides de perdre un plant de tomates en juillet. Arrosez la terre, pas la plante. Et une dernière chose, arrosez le matin si possible, idéalement entre 6 heures et 9 heures. La terre a ainsi le temps d'absorber l'eau avant la chaleur de la journée. Les feuilles sèchent rapidement en cas d'éclaboussure et la plante entame sa croissance en conditions de forte chaleur. Avant d'aller plus loin,
Je voudrais prendre un instant car ce que je partage avec vous aujourd'hui n'est qu'un élément d'une approche beaucoup plus vaste, visant à cultiver ses propres aliments sans gaspiller d'argent ni d'efforts. Si cela vous a plu jusqu'ici, j'ai préparé un guide complet intitulé Protocole de jardinage de déchets de cuisine sur 30 jours. Il s'agit d'un livre de 171 pages qui vous guide à travers 31 cultures régénérables, que vous pouvez démarrer à partir de restes de cuisine, un guide de kit de démarrage à 10 $, des stratégies de cuisine zéro déchet et une assistance complète en cas de problème. Vous pouvez l'obtenir pour 17 $ en scannant le code QR sur votre écran dès maintenant ou en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. D'accord? Continuons, car c'est à partir de cette étape que la récolte sera vraiment assurée. Maintenant que vous arrosez abondamment et correctement, la prochaine chose à faire est de pailler. Et je veux dire vraiment du paillis. C'est la mesure la plus déterminante que je prends chaque. Et c'est ce qui fait la différence entre arroser 2 fois par semaine et arroser 5 fois par semaine. Une fois que vos plants de tomates atteignent environ 30 cm de hauteur et que le sol s'est réchauffé, étalez une couche de 5 à 7,5 cm de paillis organique sur toute la zone racinaire. J'aime la paille, les feuilles broyées ou les tontes de gazon séchées depuis quelques jours. Maintenez le paillis à environ 500 cm de la tige principale, afin d'éviter que l'humidité ne s'accumule contre l'écorce et ne provoque le pourrissement de la tige. Mais couvrez tout le reste. Ce que cela accomplit est véritablement remarquable. D'après des études universitaires, cela réduit l'évaporation de la surface du sol jusqu'à 70%. Elle permet de maintenir la zone racinaire de 15 à 20 degrés Fahrenheit plus fraîche par temps chaud, ce qui est énorme dans les zones 7 à 10, où le sol peut devenir extrêmement chaud en été. Il supprime les mauvaises herbes et, à mesure que le paillis se décompose, il nourrit la vie microbienne du sol, ce qui aide vos tomates à absorber les nutriments plus efficacement. J'ai cultivé des tomates avec et sans paillis côte à côte, et les plants paillés ont eu besoin d'environ la moitié de l'eau et ont produit nettement plus de fruits. Il n'y a même pas photo. Si vous vous trouvez dans une zone plus fraîche, comme de 3 à 5, ne vous précipitez pas. Attendez que le sol se soit réchauffé à au moins 60 degrés F avant de pailler. Sinon, vous isolez le sol froid et ralentissez la croissance de la plante. Dans les régions plus chaudes, il est préférable de pailler le plus tôt possible après la plantation. Une fois que vous avez trouvé votre rythme d'arrosage et que votre paillis est en place, la prochaine étape consiste à réfléchir à la manière de l'adapter au changement de saison, car ce qui fonctionne début juin ne fonctionnera pas fin juillet. Durant les 3 à 4 premières semaines suivant la transplantation, votre plant de tomates possède un petit système racinaire et ne peut pas encore puiser dans un sol profond. Donc, durant cette période initiale, arrosez plus fréquemment, mais toujours abondamment. Environ tous les 2 à 3 jours, avec peut-être un demi-gallon par plante. À mesure que la plante grandit et que ses racines s'étendent, il faut espacer les arrosages. En plein été, lorsque la plante a atteint sa pleine maturité et porte des fruits, je suis généralement sur un cycle de 3 à 5 jours avec 1 à 2 gallons par plante. Lorsque la température dépasse les 90 degrés F pendant plusieurs jours consécutifs, il peut être nécessaire d'espacer les cycles à tous les 2 jours, tout en maintenant un volume élevé. Ne revenez pas aux gorgées quotidiennes. Cela annule tout. Et en cas de forte pluie, renoncez complètement à votre prochain arrosage prévu et vérifiez l'humidité du sol avec le doigt avant toute autre intervention. Les tomates meurent davantage à cause d'un arrosage excessif, après une pluie récente, qu'à cause de la sécheresse. Lorsque les fruits commencent à mûrir fin juillet et en août, certains producteurs expérimentés réduisent légèrement la quantité d'eau afin de concentrer les sucres et d'intensifier la saveur. Je fais ça notamment avec mes tomates à pâte. Juste assez d'eau pour empêcher la plante de se flétrir, pas plus. Le fruit est plus riche, plus dense et plus sucré. Veillez simplement à ne pas faire un mouvement trop ample,
car c'est ce mouvement qui provoque les fissures. L'objectif est la stabilité, et non l'alternance de périodes de prospérité et de disette. La dernière étape de l'arrosage consiste à apprendre à lire la plante elle-même, car la tomate vous indiquera ce dont elle a besoin si vous savez quoi observer. Un plant de tomate sain et correctement arrosé possède des feuilles fermes, vert foncé, qui se tiennent bien droites le matin. Un léger fléchissement en fin d'après-midi par temps chaud est normal, surtout au-dessus de 32 degrés. La plante économise l'eau en fermant ses stomates, et tant qu'elle reprend des forces en soirée, vous n'avez rien à faire. Ce que vous surveillez, c'est le flétrissement matinal. Si les feuilles sont molles à 7 heures du matin, alors que le sol devrait être le plus frais, c'est que la plante vous indique qu'elle a manqué d'eau pendant la nuit. Il est temps de bien l'imbiber. En revanche, si vous constatez que les feuilles inférieures jaunissent de bas en haut alors que la terre reste constamment humide, c'est un arrosage excessif. Il faut alors réduire l'arrosage et laisser la terre sécher pendant 2 ou 3 jours. Des feuilles qui s'enroulent et prennent l'apparence de petits tubes peuvent indiquer un stress thermique ou bien un arrosage irrégulier. Vérifiez l'humidité de votre sol avant de paniquer. Permettez-moi maintenant de partager quelques tendances que j'observe dans presque tous les jardins que je visite, car il s'agit d'habitudes conventionnelles que la meilleure approche corrige discrètement. Le premier schéma consiste en l'arrosage quotidien du soir. Les gens rentrent du travail, prennent le tuyau d'arrosage et arrosent rapidement toutes leurs plantes. Cela donne l'impression d'être bienveillant, mais cela laisse les racines superficielles et crée cette alternance d'humidité et de sécheresse dont nous parlions. La solution consiste à arroser abondamment 2 ou 3 fois par semaine et à faire confiance aux réserves de la plante entre 2 arrosages. La deuxième méthode consiste à arroser par le haut à l'aide d'un arroseur ou d'un pulvérisateur à lance. Les feuilles sont trempées, les fruits s'humidifient, et en quelques semaines, toutes les maladies fongiques du voisinage ont élu domicile. La solution consiste à maintenir l'eau au niveau du sol en permanence. Si vous possédez déjà un système d'arrosage automatique, faites-le fonctionner tôt le matin pour que les feuilles sèchent rapidement, mais un tuyau poreux est une solution bien meilleure à long terme. Le troisième modèle consiste à arroser selon un programme fixe, quoi qu'il arrive. Mardi et vendredi, beau temps, mauvais temps. Le problème, c'est que votre tomate ne consulte pas de calendrier. Il réagit à l'humidité du sol et aux conditions météorologiques. La solution consiste à tester le doigt. Utilisez le calendrier comme pense-bête, mais laissez le sol décider. Le quatrième schéma consiste à paniquer après une période de sécheresse et à arroser abondamment la plante. Cette gorgée soudaine après plusieurs jours de sécheresse est précisément ce qui provoque les craquelures et la pourriture apicale. La solution, c'est la constance. Si vous prenez du retard, arrosez abondamment, mais sans excès, et reprenez le rythme. J'ai fait tout cela moi-même pendant des années. Rien de tout cela ne fait de vous un mauvais jardinier. Cela signifie simplement que personne ne vous a expliqué la logique plus profonde de la façon dont une tomate boit réellement. Maintenant, voici le bonus que je vous ai promis au début, et voici l'astuce qui, je pense, va changer votre façon d'arroser plus que toute autre chose. On appelle ça la méthode de la bouteille enterrée. Et un vieux maraîcher me l'a montré il y a probablement 12 ans. Prenez un bidon en plastique vide d'un gallon, environ 4 litres, comme un bidon de lait ou un bidon de vinaigre. Percez ou faites 6 à 8 petits trous, de la taille d'une pointe de crayon, tout autour du tiers inférieur de la cruche. Enterrez le récipient juste à côté de votre plant de tomates, à environ 15 à 20 cm de la tige principale, en laissant le goulot et le bouchon dépasser d'environ 2,5 cm au-dessus du sol. Laissez le bouchon ouvert ou desserré. Maintenant, chaque fois que vous arrosez, au lieu de faire passer le tuyau au pied de la plante, vous remplissez ce pichet. L'eau s'infiltre lentement par ces trous pendant plusieurs heures et se dirige directement vers la zone racinaire profonde,
exactement là où la plante en a besoin. Pas d'évaporation, pas de ruissellement, pas de feuilles mouillées. Vous pouvez remplir une carafe en 30 secondes et vous en allez. J'utilise 2 bidons par plante pour les grandes variétés indéterminées, comme Brandywine et Cherokee Purple, et un bidon par plante pour les variétés déterminées et les variétés de patio. La première saison où j'ai essayé cette méthode, j'ai réduit de moitié environ mon temps d'arrosage, et j'ai constaté moins de fruits fendus, presque aucune pourriture apicale et des plantes nettement plus grandes en août. C'est aussi une excellente façon de réutiliser un morceau de plastique, qui, autrement, finirait dans le bac de recyclage ou à la poubelle. C'est le genre de petite astuce bien pensée et peu coûteuse qui, au fil d'une saison, fait toute la différence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps et je vous invite à aller encore plus loin. Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, ce sont les connaissances pratiques et concrètes que j'ai intégrées au protocole de 30 jours pour cultiver un jardin à partir de déchets de cuisine. À l'intérieur de ce livre, vous trouverez la liste complète des 31 cultures que vous pouvez faire repousser à partir de restes de cuisine, le guide du kit de démarrage à 10 $ pour ne pas gaspiller un sou en équipement, des stratégies complètes pour une cuisine zéro déchet et la section complète de dépannage qui couvre l'arrosage, la lumière, les parasites et le calendrier. Il s'agit de 171 pages de conseils pratiques et éprouvés pour 17 $. Vous pouvez l'obtenir en scannant le code QR sur votre écran ou en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, je serai ravi, Sanan, que vous laissiez un commentaire pour me faire part des problèmes que vous rencontrez avec vos tomates. Et n'hésitez pas à partager ceci avec un autre jardinier qui pourrait perdre sa récolte à cause de l'erreur même que nous venons d'évoquer. Alors, si vous ne devez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Arrosez vos tomates comme les plantes à racines profondes qu'elles sont réellement. Arrosez-les bien, recouvrez-les d'un épais paillis, surveillez-les attentivement et faites confiance au rythme. Cette récolte de 41 kilos dont je vous ai parlé au début n'était pas due à la chance, et ce n'était pas une variété spéciale. C'était l'eau idéale, à la bonne profondeur et au bon moment. J'adorerais savoir comment vos plantes réagissent lorsque vous l'essayez. À la prochaine, continuez à progresser.